Donc, moi, je m'appelle Cole Stangler, je suis journaliste et correspondant pour Jacobin Magazine, qui est un média basé à New York, un média socialiste basé à New York, qui aussi sponsorise cette discussion, ce débat au Festival des idées. Jacobin, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un média qui compte 60 000 abonnés pour la version papier et puis qui reçoit environ 2 millions de visiteurs en ligne par mois, donc un média socialiste basé aux États-Unis qui sponsorise ce débat. Bon, je vais essayer d'être très court. Je vais donner une très brève introduction. Ensuite, je vais présenter nos intervenants et ensuite, on va passer à la discussion. Donc, juste un petit mot là pour commencer. Je pense que si on avait eu cette discussion il y a un an, je pense que le ton aurait été très différent. En septembre 2019, il y avait toujours cet espoir que Jeremy Corbyn au Royaume-Uni avait une vraie chance d'emporter ces élections parlementaires au Royaume-Uni. Et de l'autre côté de l'Atlantique, Bernie Sanders venait de commencer sa campagne présidentielle avec ce même espoir de peut-être conquérir le pouvoir aux États-Unis. Évidemment, ce n'est pas le cas, même si les idées qui ont été défendues par ces deux candidats et les mouvements qui ont été derrière ces deux candidats, eux, continuent d'exister, continuent de peser sur les débats politiques dans ces deux pays-là. Et ce qui est d'autant plus important puisque ces deux pays, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont vraiment été les laboratoires du néolibéralisme qu'on voit un peu partout dans le monde aujourd'hui et de plus en plus en France. Mais il y a quand même cette contre-offensive, cette résistance incarnée par Corbyn, incarnée par Sanders, et cette résistance qui, à mon avis, continue malgré l'échec de ces deux campagnes. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette discussion de parler des défaites des deux candidats, mais ensuite de parler des idées, des mouvements derrière ces candidats incarnés par ces deux candidats et parler un peu de ce qui va se passer dans les mois et dans les années à venir. Voilà. Donc, moi, je vais vraiment essayer de ne pas parler trop longtemps. Je vais maintenant présenter nos intervenants. On est très, très heureux de pouvoir accueillir Charlotte Nichols, qui est députée du Parti travailliste en Angleterre. Elle représente la circonscription de Warrington North qui, pour ceux qui ne connaissent pas l'Angleterre, se trouve entre Manchester et Liverpool. Elle a été élue lors de ses dernières élections en 2019. Et avant, elle a travaillé pour le mouvement syndical au Royaume-Uni. On a aussi, sur le côté britannique, représentant le côté britannique, on a David Broder, qui est mon rédacteur à Jacobin, qui est spécialiste, qui est historien spécialiste du communisme en France, mais aussi en Italie. Il y a d'ailleurs un livre qui vient de sortir sur l'Italie, qui s'appelle How the Populist Right Conquered Italy. Mais David Broder, qui est aussi britannique et qui connaît très bien le paysage politique anglais. Sur le côté américain, on a le plaisir d'accueillir David Sirota, qui est journaliste et qui était un conseiller auprès de Bernie Sanders quand il était au Congrès, quand il était à la Chambre de représentants dans les fins des années 90, me semble-t-il. Mais David Sirota, qui était aussi rédacteur de discours pour Bernie Sanders lors de cette dernière campagne présidentielle, qui a vraiment vu de près la campagne de Sanders en 2020. On a aussi Ethan Earle avec nous, qui, lui, est membre du secrétariat international de l'organisation Democratic Socialists of America, socialiste démocratique des États-Unis, DSA, qui est une organisation qui est en train de se développer et qui est très proche des différents mouvements sociaux qu'on voit en cours aux États-Unis. Très proche aussi de Alexandria Ocasio-Cortez et de Bernie Sanders.
J'ai aussi le plaisir d'accueillir à côté de moi Mathieu Magnodex, qui est journaliste à Mediapart, qui va rebondir à la toute fin de la discussion pour un peu situer ce débat pour un public français qui a suivi ce qui se passe aux États-Unis, qui couvrait les États-Unis pour Mediapart en France, qui est d'ailleurs un livre aussi qui vient de sortir sur les États-Unis qui s'appelle Génération Ocasio-Cortez. Voilà. Donc, je vais rappeler une dernière fois à nos intervenants d'essayer de parler lentement, puisqu'on a des traducteurs derrière qui vont traduire ce que vous dites. Mais on va commencer là tout de suite. Donc, ma première question, c'est pour Charlotte Nichols. Donc, là, je parlais de la défaite de Jeremy Corbyn au Royaume-Uni. Vous avez vu ça de près en vous représentant et vous avez une perspective intéressante puisque vous avez été élu. Donc, pour vous, pour commencer avec cette première question, pourquoi Corbyn a-t-il perdu ses élections fin 2019? So the first question is for Charlotte Nichols. I'm going to give just a little bit of background from Cole's introduction before we launch into that. Cole mentioned that if we were having this conversation a year ago, it would have looked very different. We were heading into an election that Jeremy Corbyn very possibly could have won in the UK, or at least it looked that way at the time. Bernie Sanders was just launching his campaign. And, you know, those two campaigns have since been defeated, but the ideas live on and are maybe even gaining ground in the public conversation. To go straight into one of those two campaigns, though, Charlotte Nichols, you were right at the heart of the election campaign in December of last year in the UK. And while Labour didn't succeed as it hoped, you did win your seat. So can you give us your perspective on why Corbyn didn't win and on the election last year more generally? So thanks ever so much for inviting me to speak. And I'm only sorry that we can't be doing it in person. In terms of the 2019 election, I think the biggest failure of the left and for the Corbyn project was a lack of convincing narrative. So our manifesto was something that I thought was incredibly bold, that had a lot of answers to the really big questions around how we fund things like social care, how we reindustrialize the country and weight our economy away from sort of speculative financial institutions and the service industry and much more towards something that is tangible, how we build a Green New Deal in a way that benefits everyone in the country. I think the issue was largely the fact that because we hadn't really built a message around the campaign, all of the individual policies looked like random asks that had been thrown at a wall, essentially. So a lot of people on the door would ask about how we were going to pay for these things, or didn't really understand why certain things were being offered in the first place. So one of the ones that came up the most often was free broadband. Now, in the age of coronavirus, we can really clearly see why that's something that is incredibly important, because now and going into the future, having really high quality, high speed broadband connectivity across the country is something that allows people across the UK to be able to engage with other people socially, to have businesses that are viable to connect with each other. But people understood it as something that would save them a very small amount of money on their household bills every month. So they looked at it as Labour offering £15 off of their bills
as opposed to building a digital infrastructure to take the country forward and, you know, to build something like that. I don't know if, do I need to leave a bit of time for translation? Yeah, I think Sorry. maybe we'll take no problem. Take a quick pause, and I'll let Fabien Darbois translate. Go ahead, Fabien. Oui, donc Charlotte est très contente d'être avec nous malgré les circonstances. Elle estime que le plus grand échec du projet Corbyn, ça a été le manque de récits convaincants. Il y a beaucoup de questions qui ont été mises sur la place publique sur comment financer la sécurité sociale, la réindustrialisation, sortir de la financiarisation, comment mettre en place le Green New Deal. Mais il manquait un message en fait plus proche des électeurs. Elle raconte que sur le terrain, beaucoup de gens se sont demandé comment payer, enfin comment ce projet allait être financé. Et elle prend un exemple très concret aussi sur une question qui revenait sur le fait d'être connecté, peu importe où vous habitez en Angleterre. Et donc, en fait, au-delà d'éventuellement une réduction sur votre facture Internet, la question, c'est aussi comment vous financez des infrastructures pour que tout le monde soit bien connecté. The seat that I represent is a so-called red wall seat, which was one of the areas that Labour suffered its heaviest losses during the general election campaign, and a part of the country where Labour has been struggling to be relevant to voters there for a very long time. I think, as with what we saw in Scotland, where the position that the Labour Party took in the independence referendum wasn't the moment that trust was lost, but was the crystallisation of a loss of trust over the previous 15 years or so. That was something that we really saw with the very mixed position that the Labour Party took on Brexit going into this election. In the seat that I represent, around 60% of people voted to leave, and they felt like the Labour Party was looking down on them and that it didn't understand the reasons why they had voted leave, that the Labour Party thought they were stupid, and that the Labour Party didn't want to talk about any of the other issues that they cared about because they were only interested in a second referendum. Let Fabien, tu peux aller. Oui, donc plus précisément dans la circonscription de Charlotte, elle met en avant le problème en fait qui a pu être ressenti encore une fois par les électeurs d'un décalage entre le programme ou les thématiques, notamment sur le post-Brexit. Elle explique que 60% des habitants dans sa circonscription étaient pour quitter en fait l'Union européenne, et donc ils ont pu ressentir un sentiment de condescendance, et même elle utilise le mot de stupidité, c'est-à-dire vraiment une forme de mépris entre la campagne et puis les électeurs. Très bien. Donc, merci Charlotte. Je voulais aussi poser une question très similaire à David Sirota, qui lui a vécu de près la campagne de Bernie Sanders. Je sais, David, que vous avez parlé un peu de ça déjà, mais d'ailleurs, on va se tutoyer parce que je te connais. Pourquoi, à ton avis, pourquoi Bernie Sanders a-t-il perdu cette élection, je veux dire les primaires? So essentially the same question to David Sirota, who likewise saw the Bernie Sanders campaign from the inside. Why didn't it work out the way the left hoped? Well, I mean, why didn't we win the campaign I would argue is somewhat of it's a different question than did we win the debate. So let me just break it into two. The first point is, why didn't we win the campaign, I think, is, and it's not a very exciting reason, but it in part has to do with the fact that we were running against
an immediate past vice president, and no immediate past vice president has ever sought their party's nomination and not won their party's nomination. Now that sounds like I'm saying we didn't do anything wrong or we didn't make any mistakes, but I think that just understanding that is really important, and I think people don't focus on that because it's not a super exciting explanation for why we didn't win. And there's not a ton of lessons there other than that people who are incumbents who are powerful and have the loyalty of their party. I would say... Je vais peut-être juste laisser Benjamin traduire là pour notre public. Eh bien, je pense que une façon d'expliquer pourquoi on a perdu ces primaires, c'est d'abord de dire que nous faisions face à un candidat qui était vice-président juste avant. Et que ça, c'est quelque chose, les vice-présidents gagnent toujours les élections, les primaires, une fois qu'ils ont été élus. Et voilà, donc c'est pas très intéressant et très excitant pour notre camp, mais je pense que c'est quand même une réalité. Ok, vas-y. So, I would say separating out Biden as vice president, I think that one of the things that didn't happen on this campaign was a sharper contrast between the candidates in the Democratic primary. And what I mean by that is there wasn't, as compared to previous primaries in the Democratic Party, there wasn't as intense an exchange between the candidates, which was very helpful to Joe Biden. There wasn't the confrontation between, I think, Bernie Sanders and Joe Biden that may have been necessary to win. And I'll give you one reason why I think that is because there has been an ideology that has taken hold inside the Democratic Party that somehow it is bad for candidates in primaries to really have a confrontation. I disagree with that, but that is a very powerful force right now inside the Democratic Party. Don't criticize another Democrat. And that is very bad, I think, for progressive candidates on the left. Voilà, quelque chose que moi je trouve vraiment très regrettable dans ces primaires, c'est que je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de confrontation, de vision entre les candidats. Je pense que les échanges n'étaient pas assez intenses entre les candidats Sanders et Biden, et que voilà, en fait ça c'est vraiment une idéologie qu'on retrouve au sein de l'establishment du Parti démocrate. Voilà, en fait, une confrontation entre les candidats est une mauvaise chose pour la suite de la campagne. Donc peut-être, David, I don't know if you want to go ahead si tu veux continuer, mais. Yeah, I mean, I'll just add one last thing, which is that the aversion to an intense exchange in Democratic Party primaries, that comes from the idea that would supposedly weaken candidates for the general election. And obviously there's a big fear of that when it comes to Trump. I disagree with that idea. I think that vigorous intra-party primaries actually strengthen candidates for the general election. It actually tests them. It actually, gives them their first test. And if you can get through that test, that shows you're a strong candidate. And the last thing I'll say is that the aversion to that intra-party debate is very bad for candidates challenging power and very good for the status quo. The status quo does not want a vigorous intra-party debate on the left because the protectors of power understand that the critique from the left
is a critique of the establishment itself. Voilà, il y a une aversion très forte pour des échanges donc intenses entre les candidats au sein de la primaire parce que justement il y a cette idée que ça affaiblit le candidat qui gagne la primaire. Mais moi je pense que ce n'est pas du tout juste. Je pense au contraire qu'un débat d'idées fort entre les candidats, entre leurs plateformes, les renforce beaucoup parce que c'est un test pour le gagnant. Ça montre qu'il est fort et qu'il est prêt à affronter ses adversaires. Moi, je pense que cette aversion pour un débat un peu intense de la part de l'établissement du parti montre aussi qu'il souhaite un espèce de statu quo sur les politiques qui sont proposées. Donc peut-être là pour parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, pour progresser à deuxième étape de cette discussion. Voilà, je voulais parler un peu de la situation actuelle, ce qui se passe aux États-Unis et au Royaume-Uni. Comment ces mouvements, comment ces idées continuent à être défendues dans dans des contextes très, très compliqués, très délicats. Donc, en commençant avec le Royaume-Uni, je voulais donner la parole à David Broder pour cette question. Donc là, clairement, Labour est dans une position compliquée. Ensuite, on va aussi laisser Charlotte Nichols prendre la parole après. Mais commençons par David Broder, rédacteur de Jacobin Europe. Comment Labour aujourd'hui se situe au Royaume-Uni dans ce contexte très, très compliqué avec à la fois donc, la crise économique, la crise du Covid, un Premier ministre qui est moins populaire qu'avant, mais aussi dans un contexte où très clairement les rapports de force au sein du Parti travailliste sont beaucoup moins favorables qu'auparavant. On a maintenant un leader, Keir Starmer, qui vient clairement disons, qui ne vient pas de la même aile gauche du Parti travailliste, pour aller vite. Donc, comment Labour aujourd'hui essaie de se positionner, de se situer dans ce contexte très, très, très compliqué? OK. Donc, merci à tous d'être venus. Je commence en disant que selon moi, un élément très important de l'histoire des 5 dernières années, c'est le fait que l'élection de Jeremy Corbyn, sa victoire aux élections primaires de 2015, c'était pas le résultat d'un mouvement social anti-austérité déjà visible dans la société britannique. Et donc, c'était son essor électoral sans doute à exprimer un mécontentement dans la société anglaise. Et ici, on parle surtout de l'Angleterre et pas du Royaume-Uni entier. Et surtout un mécontentement parmi les militants du parti après les années de Blair, Brown, les défaites de Miliband. Mais en 2015, on a gagné la direction du parti sans gagner ses structures. Et donc, il y avait le besoin de créer par en haut le mouvement organisé, concret, qui n'existait pas. Et maintenant, on doit faire face au fait que on a raté cette occasion parce que le legs institutionnel de la direction de Corbyn, c'est très faible. Bien sûr, il y a
quelques nouveaux députés. Charlotte en est un exemple excellent. Il y a quelques nouveaux députés et bien sûr, il y a une reprise assez timide du militantisme dans le parti aussi syndical. Peut-être quelques milliers de jeunes nouveaux militants. Mais sans doute, c'est pas ce dont on aurait pensé avant. Si on pense qu'il y a 3 ans, Corbyn a gagné le 40% du vote aux élections générales, et maintenant, la gauche, l'aile gauche du parti qu'il a représenté est presque absent du débat public. Un motif pour ça, c'est que même si dans les élections primaires pour la direction du parti, après la défaite électorale en décembre dernier, c'est-à-dire les deux candidats plus importants étaient Keir Starmer et Rebecca Long Bailey, qui avait été ministre ombre de l'environnement. Et sans doute, Rebecca Long Bailey était la candidate de gauche, mais Starmer aussi s'est présenté dans une manière très il a parlé de vouloir dépasser les clivages, les divisions dans le parti. Il se voulait le défenseur du radicalisme économique de Jeremy Corbyn, en même temps que offrir une direction plus compétente et sérieuse et tout ça. Et si on pense à ces spots électoraux, il s'est présenté en militant de longue date, toujours à la côté des syndicats, des mouvements écologistes et tout ça. Donc, il parlait de faire quelque chose d'autre que retourner à l'époque Blair Brown. Mais effectivement, ce qu'il a fait, c'est de marginaliser complètement la gauche du parti et de assumer un discours assez genre de bons gestionnaires et de critiquer le gouvernement de Boris Johnson, surtout sur ce plan. Donc, par exemple, si on pense au problème du confinement et de la rentrée scolaire, il n'a pas défendu les positions des syndicats, mais il n'a pas même exprimé leur doute à l'égard de la politique du gouvernement. La politique, mais aussi la tonalité, le style rhétorique de Keir Starmer, c'est l'opposition, mais pas trop, et de vouloir trouver l'accord avec le gouvernement si possible. Au même temps, on voit que par exemple, les grandes médias, par exemple la BBC, se trouve plus
contraints, obligés à faire parler les représentants de la gauche du parti. Et sur les émissions de débat plus importantes en Angleterre, la gauche maintenant c'est presque absent. Mais c'est pas tout à fait absente, mais surtout dans le sens que la campagne médiatique de Corbyn, la campagne médiatique contre Jeremy Corbyn continue quand même. Et le désir de diaboliser l'alternative qu'il a représentée reste très forte, aussi parce que c'est d'une certaine manière un moyen de défendre la conduite du gouvernement de Boris Johnson. Même s'il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent du coronavirus, on dit dans les médias, mais c'est qu'on se félicite qu'on a évité le désastre du gouvernement de Corbyn qui n'aurait pu gouverner une crise d'une telle envergure. Donc, honnêtement, je suis même un peu étonné par par le fait que la gauche du parti a été marginalisée aussi vite. Bien sûr, il y a quelques expressions de résistance et surtout dans le Parti travailliste, je pense que la réponse plus impressionnante, c'est le fait que autant de gens abandonnent le parti. Presque 100 000 membres ont abandonné le parti. Mais quand même, maintenant, je pense que c'est un peu un moment de démoralisation. Mais on doit un peu faire face aux éléments qui ont conduit à ce genre de défaite. Mais comme j'ai dit avant, un peu le problème, c'est que le fait que la victoire de Corbyn en 2015 était aussi étonnante et pas préparée par la structuration d'un mouvement par en bas. Et donc, je pense que si on aurait la même occasion de prendre en main le parti, on devrait faire autrement. Mais, je voulais donner la parole à Charlotte Nichols, députée du parti travailliste dans le nord de l'Angleterre. Donc, je ne vais pas résumer tout ce que David a dit. Peut-être Colin pourrait m'aider un tout petit peu. Mais je voulais vous poser une question très, très directe. David Broder était assez critique au final de la direction actuelle du Parti travailliste, notamment Keir Starmer, qui est le chef du parti actuel. Il a dit que l'aile gauche du Parti travailliste aujourd'hui est marginalisée, que Keir Starmer a marginalisé l'aile gauche du parti. Donc, je voulais poser une question très, très directe à Charlotte Nichols en tant que députée. Est-ce que vous sentez ça aussi? Est-ce que vous sentez que l'aile gauche du parti est marginalisée aujourd'hui sous cette nouvelle direction et dans ce contexte actuel? So the sort of
guiding question here is turning to the present. How is Labour positioning itself, post in 2020 and in confronting the COVID crisis and with the new leadership? David's, I'm just going to give some of the broad outlines of what David said. And he took it back to Jeremy Corbyn's win in 2015, which he says was not so much the result of an existing bottom-up anti-austerity movement. That there was discontent, obviously, within the party and more broadly that led to this electoral upset. But it left a Labour leadership which didn't have a very strong institutional base and didn't have sort of a popular movement behind it. And so they were tasked with essentially creating that from above. And that helps explain the challenges. And ultimately, as Cole was just saying, the results bringing us forward to the present, post the defeat last December, is that the left of the party has been marginalized surprisingly, remarkably quickly, and that even though Keir Starmer has sort of made some gestures to the left, what was it? He's adopted some of the economic radicalism, at least in his rhetoric of the Corbyn wing, the left wing of the party. The real focus has been on sort of presenting himself as a competent manager, and on really critiquing Boris Johnson's government. But Cole's direct question to you is: would you agree that the left has been marginalized in the current context? Yes and no. I think the defeat that Labour suffered in the general election was so significant that it left the party and the wider movement in something of an existential crisis, as we've seen with sister parties across Europe. But I think, particularly in the context of coronavirus, of Brexit, of the rise of right-wing populism across the globe and the climate emergency, the values and ideas of the left have never been more important and more relevant. And I think because of all these challenges that we're facing at the moment, there's a greater public recognition of that. And I think ideas that seemed too radical a year or two ago now seem like common sense. I'll give the translator a sec for that before I continue. Oui, donc je pense... Alors, est-ce que l'aile gauche a été marginalisée au sein du Labour? Oui et non. La défaite, en fait, signifie plutôt une crise existentielle. Il y a, donc, qu'on retrouve dans d'autres parties en Europe aussi. Hein. Donc, il y a le contexte du coronavirus, propre au Royaume-Uni, à l'Angleterre, il y a le Brexit, mais il y a aussi la montée des populismes d'extrême droite, la crise énergétique. En revanche, je pense que les valeurs portées depuis longtemps par le Parti travailliste n'ont jamais été aussi fortes, et elles sont en fait reconnues aussi par le public. Elles apparaissent même très très pertinentes aujourd'hui. And I think I really agree with what David said about the lack of an institutional base behind the Corbyn project. And one of the things that I'm finding very reassuring at the moment is the huge surge that we've seen in trade union membership across the UK. Because I think that in recent years, a lot of unions have moved away from an organising model and more towards providing a service of sorts. And there's been this tendency among Labour affiliated unions in particular to almost not be doing enough organising because they're waiting for the Labour Party to solve their problems for them. So, for example, not doing enough to organise workers in the gig economy and people on 0 hours contracts because Labour was going to make that illegal. Now, I think we've now got to a point where there's a greater understanding that something needs to be built on the left that is more bottom up. And I think that
we are at quite a good place as the left within the Labour Party, because what Keir Starmer hasn't done since he became leader is set out a really clear set of policy proposals, because as David said, with this kind of focus on the Labour Party being under new management, which is terminology that Starmer has used, they're not in any hurry to set out a policy platform before the next general election, which isn't likely to be for another 4 years. So the left in the Labour Party could be focused on building links with the trade union left, building consensus within the party with other, with the soft left, for example. But unfortunately, arguably, the left in the party is marginalizing itself. You are seeing people on the centre of the party be much better at working collegiately with people that they don't agree with than perhaps the left are doing at the moment, because they're feeling very bruised and battered and are kind of splitting up into all different mad factions at a time where it's never been more important to have that kind of broad left base within the parliamentary party and the wider membership. Donc, oui, effectivement, il y a une tendance donc au sein du parti, en fait, qui manque de lien avec les syndicats. Donc, si on observe en fait ce qui s'est passé les dernières années, les syndicats ont un peu laissé les partis faire de la politique et se sont plus concentrés sur voilà, des choses très, très conjoncturelles dans les entreprises. Et en fait, donc Stammer, depuis l'arrivée de Stammer, il est plus en fait dans le combat avec le centre du parti, et il n'a pas encore vraiment proposé de grands programmes à l'échelle nationale, alors qu'en fait, Charlotte insiste, ce qui serait très très important, ce serait justement de retisser ce lien avec les syndicats. Merci. Donc, on va maintenant traverser l'Atlantique pour donner la parole à Ethan Earle, qui est militant au sein du DSA, Democratic Socialists of America, la socialiste démocratique d'Amérique, qui était très, très impliqué dans la campagne de Bernie Sanders, mais qui aussi est très présent dans les mouvements sociaux différents aux États-Unis, dans les mouvements pour la justice climatique, dans les mouvements de Black Lives Matter. Et voilà, DSA, une organisation qui réussit à avoir un peu ce double regard sur la politique à l'intérieur, la politique à Washington, mais aussi la politique, tout ce qui se passe dans la rue. Donc, Ethan, en tant que quelqu'un qui a suivi cette campagne de Bernie Sanders, un candidat ouvertement socialiste, quelle nouvelle aux États-Unis, est-ce que tu as l'impression que cette bataille, dans un sens très large, cette bataille socialiste, est-ce que tu as l'impression que ça avance, même après la défaite de Bernie Sanders, quand on regarde ce contexte aujourd'hui qui est très compliqué comme au Royaume-Uni? Bon, tu m'entends bien? Bon, oui, ok. Bon, comme Cole vous a dit, je m'appelle Ethan Earle, j'habite en France depuis 1 an à peu près. Normalement, je suis à Paris, mais aujourd'hui, je vous rejoins de la grande ville de Dieppe, sur la côte normande, bien connue pour les Américains et aussi par les Anglais. C'est avec son ferry qui lie les villes de Dieppe et New Haven. C'est une ville communiste, c'est une ville qui rejoint les 3 publics de cette séance d'aujourd'hui. Et j'espère que ce soit un peu représentatif des ponts qu'il faut construire entre nos gauches nationales en ce moment. Et comme Cole vous a dit aussi, je travaille
avec Democratic Socialists of America. Je suis en charge des relations internationales. Je vais commencer par parler un peu de nous, car je crois que c'est une bonne façon de comprendre la gauche américaine en ce moment et de s'approcher un peu à la réponse de la question de Cole. Donc, on est une organisation politique avec plus que 70 000 membres. C'est important à dire dès le début qu'on n'est pas un parti. On est une organisation politique qui des fois concourt aux élections, soit démocrate, soit en soutenant des candidats de la gauche du Parti démocrate. Dans cette partie de notre militantisme politique, on a pu mener l'élection d'une centaine de personnes de gauche au niveau communal, départemental, régional et national aussi, dont les élus Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, et bientôt Cori Bush et Jamal Bowman. Néanmoins, une bonne partie de notre travail politique, et moi je dirais le 50% à peu près, a lieu pas dans les élections, mais dans d'autres domaines de la politique, en soutenant ou menant des campagnes, par exemple pour Medicare for All, contre la privatisation de la Poste en ce moment. En soutenant maintenant la lutte syndicale ou ouvrière contre l'exploitation patronale, en soutenant les demandes de nos sœurs et nos frères contre la violence policière aux États-Unis pour que tous comprennent que Black Lives must matter avant que toutes les vies puissent être valorisées, qui est un débat en France. Donc, bon, voilà, DSA n'est qu'une partie d'une gauche radicale très diverse et en pleine croissance en ce moment, à mon avis. Il y a aussi, bien sûr, le mouvement pour Black Lives, il y a la vague des grèves des enseignants, et il y a des mouvements féministes et pro-trans aux États-Unis, il y a des mouvements verts et particulièrement pour un Green New Deal, il y a beaucoup de mouvements dans la gauche du Parti démocrate. Quelques-uns d'entre eux sont liés à DSA, mais d'autres qui sont plus proches de Justice Democrats, Sunrise Movement, etc. Donc, je crois que DSA, qui n'est qu'une partie de cette gauche, est néanmoins un bon microcosme à cause de sa jeunesse. Avec nos 70 000 membres, on a un âge moyen de 27 ans en ce moment, à cause de nos diverses formes d'expérimentation de la politique, particulièrement dehors du champ électoral, et à cause de la radicalisation extrêmement rapide et explosive qu'on voit chez DSA. Ce n'est pas la gauche de nos parents. Et en fait, comme vous savez bien, il n'y avait presque pas de gauche à grande échelle, au moins aux États-Unis, dans la génération précédente. Et cette en même temps d'une gauche qui ne sait pas ce qu'elle ne sait pas. Et franchement, en même temps, qui s'en fout un peu de ce que les boomers pensent d'elle, pour le dire comme ça. Bon, voilà, je ne veux pas trop parler maintenant, mais je vais finir en disant que malgré la déception de la défaite de Bernie Sanders, cette gauche continue à être très présente sur la scène politique nationale, avec des mouvements
dans les luttes syndicales, dans les élections locales, régionales, nationales. Et comme David Sirota a commencé à dire, je ne sais pas si on a gagné tout le débat, mais on a gagné une bonne partie du débat dans le cœur du parti et de la gauche, en parlant plus largement. Et donc, bon, je crois que c'était très difficile, c'était dur, la défaite de Bernie Sanders, mais on a en ce moment une gauche aux États-Unis qui est très éveillée, qui est en train de gagner des luttes importantes et qui a un plan pour l'avenir. Donc, c'est une situation contradictoire avec tout le monde a peur de Trump. Il y a beaucoup de monde qui a peur de Biden aussi. Mais en même temps, il y a beaucoup de mouvements, surtout dans la jeunesse et plus largement dans la société. Merci, merci Ethan. Donc, Ethan a évoqué ce qui se passe dans la rue, les mouvements sociaux qui sont d'une ampleur importante aujourd'hui aux États-Unis. Il a aussi parlé de la bataille des idées qui est en train de pas être gagnée, mais qu'on voit qu'il y a un discours politique, un débat politique plutôt qui va de plus en plus vers la gauche. Donc, ça rejoint. C'est une bonne façon de poser ma question suivante pour David Sirota. Donc, on a cette idée qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux dans le débat public. On voit que les idées de gauche progressent, que ce soit les revendications, que ce soit l'augmentation du salaire minimum à $15 par heure, que ce soit le Green New Deal, que ce soit la santé gratuite universelle pour tous, etc. Il y a certains aussi qui disent que Joe Biden, le candidat actuel démocrate, que lui, il sera peut-être le président le plus progressiste qu'on a jamais vu, ou en tout cas le président le plus progressiste depuis Franklin Roosevelt, si on regarde sa plateforme, si on regarde les idées qu'il semble défendre. Donc, une question pour vous, pour toi, David Sirota, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que Joe Biden sera le président le plus progressiste des États-Unis depuis Franklin Roosevelt, comme certains le disent? So in Ethan's answer, we got a little bit of an idea of the spectrum of left-wing movements that DSA is part of, and that the Bernie wing of the Democratic Party is connected to. But now turning to Joe Biden, some are saying that the left has gained so much ground in this battle of ideas that even a Joe Biden can be pushed to become, if not the most progressive president ever, at least perhaps the most progressive since FDR. Do you agree with that view? That's a question for David Sirota. Oh, okay. I just want to make sure. Yeah. Sorry. So I think that Joe Biden is not a particularly ideological politician. I think that Joe Biden, throughout his career, has tried to find the politics of the moment and ride the politics of the moment. So in the 1990s, Joe Biden very much portrayed himself by triangulating his image against the base of his party. But it should be said that that was done at a time when many Democrats were doing that, when that was the thing to do if you were going to be a successful Democratic politician. And just to be clear, I'm not absolving that. I'm just giving the sort of what the reality actually is.
but I think that what you've seen over his career is somebody who has done that periodically, and it suggests that there's not deeply held ideology at play, that he is much more of an old school, thumb in the wind, machine politician. I'll stop there and then I'll continue. Voilà, bon, moi je pense que Joe Biden n'est pas un candidat, n'est pas un grand idéologue. Au fil de sa carrière, on a vu qu'il cherchait avant tout à trouver et à mener la politique la plus en vogue du moment. Par exemple, voilà, dans les années 90, il essayait de trianguler en quelque sorte les différentes opinions du parti. Voilà, mais voilà, il l'a fait, voilà, c'est quelque chose qu'il a fait tout le long de sa carrière. Et voilà, ce n'est pas un grand idéologue. So, in that sense, I think that there is a lot of opportunity if Joe Biden becomes president to push Joe Biden. I think that's a very real opportunity. The challenge or the question is, how much will he also be pushed by other parts of the party that we know are close to him? I mean, this is a guy who told his wealthy donors, quote, nothing will fundamentally change if he is president of the United States. Nothing would change for them. And I would argue that if nothing changes for billionaires and corporate power in the world, then everything's going to change for the worse. So it's going to be a contest between opposing forces to move him. But I will say this in the optimistic part, which is that the underlying assumptions in American politics, I think, have vastly changed since the 1990s, and that the demands of not just the party, but of the country after the pandemic, the healthcare crisis, the climate crisis, I think all of that has reset or is resetting the center of American politics in a way that the next Democratic president will have to respond. And I'll stop there. I have one other thing to say, but I'll stop there. Voilà, donc puisque ce n'est pas un candidat très idéologue, je pense qu'il y aura beaucoup d'opportunités de le pousser vers des politiques qui nous plaisent, s'il devient président, bien sûr. Mais le challenge et la question en même temps, c'est aussi que feront les autres, ceux qui ne pensent pas comme nous, l'establishment, et qui lui est proche. Il a dit d'ailleurs à cet establishment publiquement que rien ne changera fondamentalement une fois qu'il sera élu président des États-Unis. Ça veut aussi dire que si rien ne change, ça va empirer de notre point de vue. Voilà, c'est un combat auquel nous allons assister, à un combat de forces opposées. Je dirais que les opinions de manière générale aux États-Unis et au sein du Parti démocrate ont beaucoup évolué ces dernières années, que ce soit du point de vue de la crise climatique ou du système de santé. On voit un recentrement de la politique américaine rapide ces derniers temps, et le prochain président des États-Unis devra y répondre. So the final point that I would make is that if Joe Biden is not pushed, if he does not move, that what I fear is a repeat of what I believe that we've seen over the last 10 years, which is this. There was a financial crisis because of the culmination of deregulatory policies, of an era of deregulatory policies. The financial crisis led to the victory of Obama on a promise of change.
the very big promises of change were in many ways not followed through on, that what the Obama policy was on economic policy in specific delivered continuity rather than really massive change. I mean, there were some tweaks, the ACA, the Affordable Care Act, et cetera, but it wasn't systemic change. And that I believe that that lack of systemic change fomented frustration, which ultimately led to backlash politics and to Donald Trump. And that if that cycle is repeated again, where a Democratic president gets elected from a country that is demanding real change, and that president provides continuity and the protection of the power status quo for corporate power and the rich, that we will get another 2016 in 2024, and that it won't be Trump, it'll be somebody as dangerous, if not more dangerous, than Donald Trump. That's my fear. That's what keeps me up at night. Voilà. Et donc, moi, ma crainte face à cela, c'est que si jamais Joe Biden n'est pas poussé dans notre sens, il va aller vers plus de dérégulation, notamment de l'économie. Et moi, j'ai très peur de voir le renouvellement du cycle auquel nous avons assisté ces 10 dernières années, une crise financière, justement à cause de la dérégulation, qui a amené à la victoire d'Obama, qui promettait du changement sur ces questions. Et voilà, beaucoup de ces changements n'interviennent pas. On a donc une continuité sans aucun changement systémique de cela. Et cela entraîne justement des frustrations. Et ces frustrations, on l'a vu en 2016, entraînent l'élection de candidats populistes comme Donald Trump. Et donc, si on suit de nouveau ce cycle avec l'élection de Joe Biden, j'ai peur qu'il y ait un statu quo pour l'établissement économique et politique aux États-Unis, et donc que nous risquons de nous retrouver dans la même situation en 2024 et de voir l'élection d'un nouveau Trump, voire même encore plus dangereux que Donald Trump. Donc, il y a plein de questions que je pourrais poser après. Mais peut-être pour cette dernière partie du débat, je voulais parler un peu des possibilités à venir et comment dire, plus précisément, est-ce que c'est possible de prendre contrôle de ces deux partis? Donc, au Royaume-Uni, le parti travailliste et puis aux États-Unis, les démocrates. C'est une question stratégique, mais c'est aussi une question politique qui n'est pas du tout réglée. Donc, voilà, cette question pour commencer, peut-être pour Charlotte Nichols. Est-ce que c'est possible à votre avis de transformer le parti travailliste de l'intérieur, de transformer ce parti travailliste dans un parti socialiste de nouveau et d'avoir voilà, un parti de masse qui serait socialiste et qui serait prêt à prendre le pouvoir et mettre en place un programme socialiste comme celui qui a été proposé par Jeremy Corbyn. Est-ce que c'est possible de prendre contrôle de ce parti? So looking ahead now and turning question to Charlotte Nichols, is it still possible to take control for the left to basically transform the Labour Party from the inside and to make it the kind of mass socialist party that could put in place the kind of program that Jeremy Corbyn advanced in 2019? I don't know that it's possible for the left to have the institutional power that it did. Can you hear me?
Yeah, I don't know if it's possible for the left to have the institutional power that it did in terms of the leadership of the party having, you know, a kind of overall control of Labour's NEC, for example. But I don't know that that's something that, it sounds bad to say that, I don't know that was something that was worth it in some respects, because as David said previously, you know, there wasn't a movement that sat behind it. So it was all well and good trying to kind of build socialism in Britain by having various seats on different committees in the Labour Party and, you know, having the leadership of the Labour Party. But ultimately, if you didn't have a movement that sat behind that, I don't understand necessarily what the point of it was. And that was something that was borne out in the election result. You know, fundamentally, we tried to do something that was far too top down. And I hope that the lesson that we have learned from the 2019 election is that the left in the Labour Party needs to be much less focused on process, much less focused on the bureaucracy, much less focused on fighting other people in the party for control of, you know, certain committees and institutions within the party that ultimately don't necessarily deliver anything, and to turn our attention into building that sort of socialist consciousness in every workplace in the country, in every community group in the country, in every constituency in the country, and be much more outward looking than we have been for the last 5 years. I'll let the translator come in on that bit. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir le pouvoir, que la gauche au sein du Labour récupère le pouvoir institutionnel, mais en fait la vraie question que je me pose est: est-ce que ça en vaut la peine? Parce que s'il n'y a pas un mouvement derrière dans la société, quel est finalement l'intérêt de contrôler le parti? Quelle en serait la finalité? La leçon à tirer des élections de 2019, c'est que la gauche du Labour doit être moins concentré sur la bureaucratie, sur les combats internes pour diriger tel ou tel comité. Et en fait, parce que quand on fait ça, on se détourne de l'attention de la construction d'une conscience socialiste sur le terrain. Donc, ma recommandation, ça serait vraiment de s'ouvrir à l'extérieur. Et donc, go ahead. Yeah. And I think also the Labour Party needs to understand how to box more clever against this culture war narrative that's being set up, because one of the things that we get coming up all the time whenever we try to talk about any kind of progressive movement, from Black Lives Matter to trans rights, is that that is in some way diverting our attention away from, you know, more worthwhile, bigger picture causes, which obviously it isn't. And I think there is a risk that the progress that we need to make in society is derailed by a lack of progress in these areas within our own sort of party and institutions. So there's been an inquiry into one of the biggest trade unions in the country this week, which found that the trade union GMB was institutionally sexist. I'm a former staff member there. I can attest to the fact that unfortunately that is true. The Labour Party itself is awaiting the publication of a report into whether or not Labour is institutionally anti-Semitic. There are issues with a broad range of minority groups not being properly represented in our movement, and us not being able to use their talent and experience to fight for the wider changes that we need to see in society. That's something that I think, in building a left that's fit to fight the next election and fit to make the big transformational changes that we need to see in society, we need to find a way of reconciling both of those things with each other, not being kind of penned in on quote unquote niche issues,
but also not trying to act like we can do any of the bigger picture stuff without having addressed those things alongside it. Donc, oui, je pense que, en fait, il faudrait que le Labour se pose aussi plus ardemment les questions de la guerre culturelle, en fait, des thématiques qui sont dans le débat, comme Black Lives Matter, d'autres causes mondiales, qui sont beaucoup des questions progressistes. Et en fait, par exemple, récemment, des questions se sont posées autour du sexisme dans des organisations syndicales ou même de l'antisémitisme au sein du Labour. Et donc, il y a aussi un manque de représentativité des minorités au sein du Labour. Et donc, je me pose la question, comment construire une gauche qui réussisse à concilier les combats sociaux et les combats sociétaux pour la prochaine élection? Parce que je pense que c'est en mariant les deux que ça marchera. Donc, j'ai la même question pour David Broder. Est-il possible de prendre contrôle de ce parti, de contrôler ce parti? Et aussi, je ne sais pas si tu voulais rebondir sur quelque chose que Charlotte Nichols avait dit, mais je te laisse la parole. On n'a pas beaucoup de temps, mais vas-y. Mais selon moi, c'est une chose que nous avons appris dans ces dernières années, et pas seulement dans le Royaume-Uni, c'est que les structures politiques, les partis politiques qu'on pensait très solides, difficiles à envahir, impossibles à changer, que effectivement ils sont devenus bien plus friables et dans une certaine manière vulnérables à la possibilité d'être accaparés par la gauche. Mais le problème, c'est que, et Charlotte a tout à fait raison à dire que le problème, c'est que c'est une chose devenir les leaders du parti et prendre les postes dans tel comité au Parlement et tout ça. Mais sans le mouvement, on ne peut pas gagner vraiment. Bien sûr, exercer le pouvoir, c'est pas le conquérir. Et si on pensait, par exemple, si on dit que Labour a presque gagné les élections de 2017, ouais, parce que Theresa May a perdu sa majorité. Mais quand même, si Labour aurait créé un gouvernement de coalition avec les libéraux, avec les nationalistes écossais et la grande plupart des députés travaillistes contre les politiques de Corbyn, bien sûr, il aurait pu mettre en œuvre un programme de transformation sociale. Donc, bien sûr, il y a quelques avances des progrès, et ouais, on peut transformer le parti, mais au même temps, on doit trouver les bases populaires pour un programme de transformation. Par exemple, si on pense à la nouvelle donne écologique, c'est comme Charlotte a dit avant, le problème, c'est qu'on peut avoir l'horizon général d'un grand programme transformateur, mais si on n'arrive pas à dire ce que ce programme veut dire pour chaque circonscription, dans les territoires, quelles seraient les transformations nécessaires, quelles seront les occasions de travail et tout ça. Ce genre de programme reste très abstrait et les gens n'arrivent pas à croire que ce soit possible.
et ça aussi, ça lègue à un avenir lointain tout le problème de l'écologie, non? C'est quelque chose qu'on doit résoudre à l'ordre de 30 ans, 40 ans, on ne sait pas. Donc, oui, effectivement, le problème, c'est de créer, c'est de former les militants, les cadres politiques, aussi dans les mouvements syndicaux et écologistes, pour pouvoir mettre à profit ce genre d'occasion si elle viendra à l'avenir. Mais ce n'est pas la défaite permanente, mais bien sûr, on est dans une position assez difficile maintenant. Donc, je voulais poser la même question à nos intervenants américains, David Sirota et Ethan Earl. Donc, peut-être qu'on va commencer avec Ethan. Est-il possible de prendre contrôle du Parti démocrate? Est-ce que ça c'est envisageable de transformer ce parti dans une espèce de parti progressiste? Est-ce que ça c'est possible? Oui, tu m'entends? J'ai des problèmes de réseau. Tu m'entends bien, Paul? Ouais, ok. Je vais dire tout de suite quelque chose qui n'est pas très populaire dans la gauche radicale des États-Unis, et dire que oui, bien sûr, je crois que le Parti démocrate peut permettre. Le parti d'aujourd'hui n'est pas le parti de 1980, qui n'est pas le parti de 1950, qui n'est pas du tout le Parti démocrate de 1920. Les choses évoluent, elles changent. Même les institutions les plus difficiles et les plus chiantes, elles changent. Donc, voilà. Mais si ça vaut la peine d'essayer de changer le parti à l'intérieur, c'est une autre question. Dépend des particularités de l'organisation qui en parle. Pour les Justice Democrats, que j'adore le travail, je crois que la réponse est oui. C'est ce qu'ils veulent faire. Pour DSA, je crois que c'est plus intelligent de nous associer au parti selon les circonstances pour des raisons tactiques, mais sans mettre beaucoup de ressources, le changer fondamentalement, parce que je crois que c'est pas exactement comment l'organisation est construite. C'est-à-dire que on dit qu'une bonne politique, c'est répondre à la question qu'on aurait. Et je crois que si on met ou non le parti de l'intérieur, c'est pas vraiment la bonne question finalement. Je crois que les choses sont le système va changer. Aux États-Unis, ce n'est pas impossible que le système actuel de gouvernance explose complètement dans les prochains mois, dans les prochaines années. Pour tous ceux qui suivent, vous savez que c'est une possibilité. Maintenant, pour la gauche, en parlant plus largement, le défi, c'est de développer les structures de pouvoir populaire partout. Dans le parti, juste à côté du parti, comme avec DSA, est complètement fort. Avec beaucoup d'activistes contre la police, la police. On a vraiment du je suis désolé. Voilà, je vais finir là. Je dirais. Très bien.
Merci. On avait un peu du mal à suivre un peu avec la connexion, mais je pense qu'on a plus ou moins compris le fond. Je vais poser juste avant de terminer la même question à David Sirota. Ethan m'a dit qu'il pensait que c'était une mauvaise question, mais je vais le poser quand même. David Sirota, est-ce que c'est possible de prendre contrôle du Parti démocrate, de transformer ce parti de l'intérieur, de le transformer dans une espèce de force progressiste, le parti de nos rêves? Je ne sais pas si Colin est toujours là. Sorry, forgot to unmute myself. So turning now to David Sirota with the question that we've been going around the panel with. Is it possible to transform, is it still possible to transform the Democratic Party from the inside? And Ethan, in his response, sort of invited us to reframe the question. Partly, is it worth transforming the Democratic Party from the inside? And shouldn't we maybe be focusing, shouldn't the left be focusing more on building popular power more generally in this tumultuous moment, when even the structures of US governance themselves could conceivably explode in the next few years? So yeah, that's the question. Sorry about that. The first thing I would say is that building popular movements and transforming the Democratic Party are two separate things, but they don't have to be hermetically sealed apart from each other. And they are interrelated, even if they are different. And I think you see the relationship between the two when you see people like Jamal Bowman, when you see Cori Bush and other primary challengers defeat incumbents in part in tandem with popular movements, strengthening popular movements that are behind them. And so I think you can't just separate, okay, we're going to organize, protests and pressure in the streets from the electoral arena completely. I mean, it's easier in your mind to think of them as separate, but they're just not separate. I mean, I'm sitting here talking to you as also the spouse of an elected official in Colorado, and I can tell you that those politicians can feel the pressure from the streets, and politicians can either help embolden that pressure or thwart it. So there's a relationship there, and I would encourage people not to try to separate them apart. I'll stop there and continue it after the translation. Alors, je pense que construire un mouvement populaire et changer le Parti démocrate sont deux choses distinctes, mais pas forcément hermétiques. Je dirais même qu'elles sont fondamentalement liées, et on le voit avec des candidats qui connaissent des grands succès aujourd'hui, comme par exemple Cori Bush, qui sont des candidats qui travaillent en tandem avec des mouvements populaires. On ne peut donc pas vraiment séparer les grands mouvements, comme par exemple les manifestations auxquelles on assiste aujourd'hui, de l'arène électorale. C'est vraiment des choses qui ne sont pas du tout distinctes. Par exemple, pour mon cas personnel, je suis marié avec une élue politique, et je peux vous dire que ces élus sentent vraiment la pression de la rue. Donc, ils peuvent soutenir ces mouvements ou ils peuvent s'y opposer, mais quoi qu'il en soit, ils ne sont pas, ils en font partie. Voilà, ces deux choses sont liées. So I would say that the best opportunities for moving the political system in the United States, I believe,
is to move it inside of the Democratic Party. By that I mean it's the shortest path from pressure to action is arguably inside of the Democratic Party, and that that inside of the Democratic Party, the left has more power than it does in a general election context. So when I look out at American politics, I see a Democratic Party that is controlled in large part by corporate power, just like you see a Republican Party controlled by corporate power. There's an old saying, by the way, that I've heard it said. I think that it goes something like, you know, it was a foreign leader said this, but, you know, Americans in lavish fashion have to have two, you know, they have one party, but one corporate party, but they have to have two, right? It's like, you know, we have two corporate parties in this country. But I do think that you see that inside the Democratic Party, there is a growing, powerful, progressive movement that is changing things at the lower levels of government. And this is a really important point, that it's going to take time for those lower levels to become the higher levels. But when you start electing state legislators, county commissioners, district attorneys, mayors, those are people who then are positioned to then run for and be in a good position to run for Congress, for US Senate, for governor, for president. And that you have to, unfortunately, the problems in the world are so emergent that we don't have a lot of time, but we have to have the time to build that bench of candidates to finally get into positions of top level power. And that's going to take time. Now, I want to add one other point after the translation. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de faire bouger le système politique américain dans son ensemble, c'est d'agir au sein du parti. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le moyen le plus rapide pour obtenir des résultats. Au sein du Parti démocrate, la gauche a beaucoup plus de pouvoir que dans le cadre d'une élection générale. Aujourd'hui, j'observe que le Parti démocrate est largement contrôlé par l'establishment en général, économique et politique, tout comme le Parti républicain d'ailleurs. Je pense qu'on voit qu'au sein du Parti démocrate, il y a quand même aujourd'hui un mouvement progressif qui prend de l'ampleur malgré tout, mais qui prend de l'ampleur en partant du bas de l'échelle. Et ça va prendre du temps, comme par exemple des procureurs, des maires qui sont élus, et tous ces gens sont maintenant dans des positions très privilégiées pour se présenter à des élections plus importantes au niveau fédéral, être représentant au niveau de la Chambre des représentants, par exemple, ou même président des États-Unis. Voilà. Bon, en même temps, il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour agir face à la taille des problèmes auxquels on fait face, mais en même temps, on peut quand même observer ce mouvement aujourd'hui. So very, very quickly, the final point I would make is that it's an open question whether there is a ceiling in the Democratic Party for progressive candidates. By that, I mean, we have proven that progressive candidates can win state legislative seats, county commission seats, essentially local, smaller elections. That has been proven, that is happening. We have now proven that progressive candidates can win Democratic primaries for the United States House. That has been proven that they can win those primaries. You'll notice, though, that there isn't a
serious progressive Democratic nominee for US Senate in this election, that the Democrats have fielded mostly almost all conservative Democratic candidates for the US Senate. There is not really, I don't want to make a blanket statement, but for the most part, there is not really a super progressive governor in the United States in the Democratic Party. I mean, you could argue Jay Inslee from Washington is, but in general, that hasn't happened. So my point is only that the question remains is there a ceiling here where corporate power doesn't mind progressives winning legislative seats, local elections, US House seats, but you hit like US Senate, governor, and obviously president, and that's where the wall is built to prevent that power from breaking through. That's the open question right now. Pour conclure, je dirais que c'est vraiment une question ouverte, hein. Je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il y a de la place pour que les candidats les plus progressistes arrivent au sommet du pouvoir? En tout cas, c'est prouvé qu'ils peuvent gagner des élections locales au niveau des États. Voilà, petit à petit, ils montent, mais en tout cas, voilà, dans cette campagne des primaires, on a vu qu'il y avait des candidats très sérieux pour le Sénat américain. Bon, je ne veux pas faire de généralité, mais on peut quand même dire qu'il n'y a pas beaucoup de gouverneurs qui sont très progressistes jusqu'ici. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. Mais quoi qu'il en soit, le pouvoir, l'establishment corporate se pose vraiment à la limite au sommet de la pyramide. C'est là où vraiment il y a un plafond qui empêche ces candidats progressistes d'arriver au pouvoir, à la présidence, voilà, au sein de la Chambre des représentants. Donc voilà, est-ce que c'est possible de crever ce plafond? Ça, c'est une question ouverte. Ok. Est-ce que c'était coupé ou... Ah, ok, bon. Malheureusement, on n'a pas le temps de continuer le débat. C'était très, très intéressant. On a couvert beaucoup de questions différentes. J'ai l'impression qu'on pourrait continuer pendant 1 heure, 2 heures. Mais malheureusement, on n'a plus le temps. Donc, je voulais remercier tous nos intervenants. On a pu voir des similarités entre ce qui se passe aux États-Unis et au Royaume-Uni et aussi des différences. Et pour conclure, je vais passer la parole, encore en remerciant nos intervenants, je vais passer la parole maintenant à Mathieu Mattex, qui est journaliste à Mediapart, qui va essayer de rebondir un peu, rebondir sur ce qui a été dit et un peu mieux contextualiser ça pour un public francophone. Donc, vas-y Mathieu. Okay. Merci beaucoup. Thank you very much. Maybe I'm going to try to do a very short summary of all of this, and just maybe a few words in English and a few words in French, just 5 minutes. Et donc peut-être je vais essayer de résumer un petit peu en français et en anglais pour que nos différents intervenants puissent écouter. Alors je suis Mathieu Magnodex, je suis journaliste pour Mediapart, qui est un site indépendant en France, un site financé uniquement par ses abonnés, et j'ai été correspondant aux États-Unis ces 3 dernières années, et j'ai écrit donc ce livre qui s'appelle Génération Ocasio-Cortez, les nouveaux activistes américains, qui vient de paraître en France. So I'm a journalist for this independent media in Paris, which is called Mediapart, which is an investigative and subscribers only website. And I've been the correspondent in the US for this website over the last years, and I've just written this book that was published in France, which is the AOC generation, the new American activists. They are actually organizers, not activists really, but so that's the French translation for it, the best French translation for it.
En fait, c'est un livre qui est un voyage journalistique à travers la nouvelle gauche américaine, son ébullition, les mouvements actuels dont on a parlé, on ne va pas y revenir. Il y avait beaucoup de mouvements, évidemment, notamment ce mouvement contre les violences policières aux États-Unis récemment, et aussi sur cette question du réalignement politique dont on a parlé un petit peu ici, et aussi sur la stratégie un peu inside-outside que des politiques comme Ocasio-Cortez et d'autres en lien avec les mouvements, essaye de porter, c'est-à-dire à la fois pousser à l'extérieur du Parti démocrate et puis agir à l'intérieur du Parti démocrate. So it's a journey about in this kind of reawakening of the left in the US through profile of organizers in different parts of the country. It's also a book about like realignment. We've talked about that. And Eden did that like about this possibility to win in the next decade maybe or in some years. And it's a book about this kind of inside-outside strategy that politicians like AOC have connected with the movement with movements very active outside the political system and politicians like AOC bringing the demands into the political system. Et juste en quelques mots, je voudrais ici vous dire ce que moi, comme journaliste français ayant couvert longtemps la politique, finalement, ce voyage m'a appris, y compris en lien ici avec ce qui se passe à la Charité-sur-Loire en France, où beaucoup de gens, ces journées discutent de la gauche et de son avenir possible en France. And just in a few words, I would like to talk about like what this journey in the US left has maybe learned me about what is possible and also what are the problems for European left, such as the left in France, which is right now in La Charité-sur-Loire talking about its ability to talk to mainstream people and to win some general election someday. Et vraiment, je pense que aujourd'hui, là, par exemple, à la Charité-sur-Loire, cette journée où j'étais, on a vu vraiment classiquement l'état dans lequel se trouve la gauche française. C'est à la fois une gauche qui vit beaucoup à travers le présidentialisme français, c'est-à-dire que des chefs de parti, souvent des hommes d'ailleurs, se positionnent d'ores et déjà avant l'élection présidentielle pour être le candidat qui sera choisi par son parti. Il n'y a pas vraiment, et beaucoup d'ailleurs en sont conscients, de ces politiciens qu'on rencontre ici ou des gens du mouvement ici, il n'y a pas vraiment cette logique présidentielle est extrêmement présente et empêche finalement centrale en fait dans la réflexion et on voit donc cette déconnexion entre les demandes populaires et ce que représentent les partis politiques en France, dans une sorte de sentiment de vide politique que les acteurs politiques de gauche reconnaissent volontiers. So just in a few words, what we've witnessed here, what I've witnessed here today being in La Charité-sur-Loire, talking to all different politicians from different factions of the left in France, is that they are like basically stuck in party politics and like 2 years before the presidential election, as we are in a very presidential system, they like all the party leaders, they are all men, like the 8 parties of the left in France are just men, and they are just thinking about who's going to be like the next president, which is basically being the next king in France, because like all presidents have a lot of power, and so they are stuck in this kind of solutions, in this kind of problems, and they don't have a lot of time, even if they notice that this is a problem, they don't have time to represent the aspirations of the movement or even to connect with the general population. And they all understand that very deeply. And peut-être juste and so of course like movements like we had here in France, like the Yellow Vest, or this movement that we also have right now against police brutality and racism, like the French Black Lives Matter, which is really happening and really profound here. Donc, notamment, ces mouvements avec lesquels ils n'arrivent pas à connecter, c'est des mouvements notamment comme des Gilets jaunes. Il y en avait très peu ici, par exemple à la Charité-sur-Loire, où les mouvements, évidemment,
luttant contre les violences policières, puisque nous avons eu ces derniers mois, évidemment beaucoup moins qu'aux États-Unis, une sorte de petit Black Lives Matter français avec des manifestations de gens majoritairement noirs qui venaient dans la rue réclamer tout simplement l'égalité, y compris l'égalité de traitement face à la police. And I was very sensitive to what Charlotte said about like the problem of narrative. This is exactly the same kind of thing that we have here. Like many politicians here that I met today speak about like what kind of solutions we need for monetary politics, things like that. Of course, it's really important in the Eurozone because you know that the Eurozone is the main obstacle to distributive policies. But they talk a lot about like some kind of I don't know how to say, like very precise politics, but the question of the narrative, the question of also the, how do you say that, imaginaire, the imaginary, political imaginary is very often lacking. And they are beginning to understand that. And I think that's something that I learned like through this journey in the US, connected to the US left, even if, Eden, you said, like the US left was really weak over the last years. Like some years ago, we had the feeling that there was no more US left. But what I see is that in a few years, there has been a lot of imagination and a lot of creativity in the way to try to win hegemony again. And this is I think this is really important to have this narrative and to have this imaginative power to bring people together. Donc, en quelques mots, juste vraiment ce qui m'a frappé ici à la Charité-sur-Loire, au cœur de la gauche française, finalement, c'est ce problème de narratif, en effet, cette difficulté pour la gauche française de raconter des histoires qui emmènent les gens, qui les incluent et qui aussi racontent un avenir, un futur possible qui emmène les gens et qui soit créatif aussi. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que la gauche américaine, même si elle est apparue très faible ces dernières années et si elle ne cesse de gagner du pouvoir et même si elle est confrontée à un déficit de pouvoir encore au sein du Parti démocrate, pour le coup, je trouve, commence à réussir à articuler de façon intéressante. Et voilà, et c'était un peu sur ces mots que je voulais terminer. Aussi la question de la radicalité politique. Il me semble que le discours politique de gens comme Alexandria Ocasio-Cortez tient à la fois à leur résonance avec les mouvements, mais aussi au fait qu'il y a une clarté politique extrêmement forte. C'est-à-dire que le jour où Alexandria Ocasio-Cortez et d'autres ne mettront pas en place ou trahiront les promesses qu'ils portent, alors ils ne pourront plus être les représentants de ce mouvement. Donc il y a une clarté politique extrêmement forte, on n'a pas du tout du côté de la gauche française. Just a last word, like politicians like AOC in the American political system had this kind of political clarity. They know that if they don't bring with themselves or are not true to the promises they have like towards the movement, they will not be able to claim this part of spokespeople for the movement. And so there is some kind of political clarity that is definitely lacking in the European left, at least in the European, in the French left. Bon, merci Mathieu. Ok, merci Mathieu. Voilà, je pense que c'est tout pour l'instant. Je voulais remercier encore nos intervenants qui ont été vraiment super. Donc, Charlotte Nichols, députée du Parti travailliste de Warrington North, de la circonscription de Warrington North. David Broder, rédacteur Jacobin Europe. David Sirota, conseiller politique ancien conseiller politique de Bernie Sanders, aussi journaliste indépendant, et Ethan Earl, militant de Democratic Socialists of America. I want to thank all of our panelists one more time. I just introduced you in French. I think you got the gist of it. Thank you for fighting through the Zoom fatigue. We could go on for a long time here, but I think it was an interesting discussion. And
follow the work that everyone's doing in months to come. Voilà. Merci encore.